Spic, prosodie rate égale 90%. Pouvez-vous imaginer un roi aussi fou qui a mis le feu à son propre palais avec tout le monde? Carlos VI de France, roi fou, nous a laissé une histoire effrayante. Découvrez la vérité après ce terrible événement. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Vous imaginez un jeune roi prometteur, héritier d'une puissante dynastie, puis, soudain, de la folie. C'est ce qui est arrivé à Carlos VI de France. Son règne, qui a commencé par l'espoir, a été rapidement éclipsé par des épisodes de démence qui l'ont marqué pour toujours et qui, aujourd'hui, nous intriguent toujours. Qu'est-il vraiment arrivé à Carlos VI? Était-ce une maladie? Une conspiration? C'est la question que les historiens ont persécutée pendant des siècles et que nous essaierons de démêler ensemble. Sa première crise a atteint l'âge de 23 ans. Soudain, lors d'une chasse, le jeune ré est tombé dans un état de folie profonde. Il a cessé de reconnaître ses proches, a parlé des incohérences, un changement radical et effrayant. Ces épisodes ont été répétés tout au long de leur règne, laissant le royaume dans le chaos et l'incertitude politique. L'instabilité de son esprit a eu des conséquences dévastatrices pour la France. Certains indiquent une maladie mentale, peut-être la schizophrénie, d'autres parlent d'empoisonnement ou même d'un complot pour affaiblir la monarchie. Et la vérité est que, malgré les siècles, c'est toujours un mystère. L'absence de dossiers médicaux précis du temps entrave la tâche, transformant le cas de Carlos VI en une énigme fascinante. Les symptômes décrits sont vagues et permettent diverses interprétations. Il est né à Paris en 1368, un petit enfant qui, de son berceau, était destiné à un avenir incertain. Carlos VI, héritier du trône français, a grandi dans l'opulence de la cour, entouré de courtisans et de l'attente d'un règne glorieux. Mais la vie d'un prince n'est pas un conte de fées, non. Imaginez la pression, l'éducation rigoureuse, la surveillance constante. Son père, Carlos V, était un roi rusé et puissant qui a construit un empire solide. Carlos VI, cependant, était très jeune à la mort de son père. À seulement 12 ans, le poids de la couronne est tombé sur ses épaules inexpérimentées. Soudain, il était le roi, la tête du sort de la France, un pays vaste et complexe. La montée du trône à un si jeune âge n'était pas une promenade. Imaginez la cour, pleine de nobles ambitieux, luttant pour le pouvoir, des intrigues palatiales qui ont sûrement été tissées derrière elle. Et elle a dû apprendre rapidement à naviguer dans cette mer politique dangereuse, pour acquérir du respect pour les puissants, pour prendre des décisions cruciales pour la nation. Un roi, avec le monde entre ses mains. Mais l'enfance dorée de Carlos VI a été tronquée par les 100 ans. Vous savez déjà que la France et l'Angleterre étaient engagées dans une lutte brutale pour le contrôle des territoires et du pouvoir. À 11 ans, Carlos a été déclaré roi après la mort de son père, Carlos V, et le poids de la couronne est tombé sur ses épaules inexpérimentées, juste au milieu du conflit. Les premières années de son règne ont été marquées par l'instabilité. La guerre s'est poursuivie, avec des batailles cruciales telles que Roosbeek, où les Français ont subi une défaite écrasante. Imaginez la pression sur un si jeune roi, face à la défaite militaire et à la méfiance croissante envers la noblesse. La situation était encore plus compliquée avec des litiges internes entre les nobles français. La rivalité entre les différentes caractéristiques et l'ambition du pouvoir de saper la stabilité du royaume. Vous pouvez imaginer l'intrigue et la trahison devant le tribunal, tandis que Carlos VI, juste un adolescent, a essayé de contrôler une situation qui s'est échappée des mains. La guerre avec l'Angleterre a continué, consommant des ressources et s'affaiblissant davantage en France. Les campagnes militaires étaient coûteuses et épuisantes. Et le peuple français a subi les conséquences du combat prolongé. Pour vous, l'image d'un royaume déchiré par la guerre et le manque de leadership ferme doivent être clairs. La guerre, le stress et la mort de son père, Carlos V, ont laissé une marque profonde sur le jeune roi. À 20 ans, Carlos VI a déjà montré des signes d'instabilité. Un jour, au milieu d'une chasse, il a subi un épisode qui a changé sa vie pour toujours. Une dépression nerveuse qui l'a laissé complètement désorienté et effrayant. Cet événement, bien que pas immédiatement évident, a marqué le début d'un déclin mental qui finirait par définir son règne. Et prosodie, Spic. Spic, prosodie rate égale 90%. Mais l'événement qui a vraiment alarmé la cour était la danse des locaux. Imaginez la scène. Une vraie danse, avec nobles et dames de la cour portant ses meilleurs galas. Mais soudain, le roi, vêtu de vêtements fous et d'un masque grotesque, commence à sauter et à crier sans sens, agissant complètement de façon erratique. Et la confusion et la peur ont saisi tout le monde présent. Le comportement du roi ne se limitait pas à une nuit. Pendant des jours, Carlos VI a continué d'agir étrangement, vêtu de tenues extravagantes et se comportant de manière imprévisible. Ces épisodes de folie sont devenus de plus en plus fréquents et graves, laissant le tribunal dans un état de panique constant. Et la santé mentale du roi, la stabilité du royaume et l'avenir de la France étaient suspendus à un fil. N'oubliez pas que l'instabilité mentale de Carlos VI était déjà évidente. Au milieu de ce climat de tension, une rivalité féroce entre deux nobles puissants a émergé. Louis d'Orléans, le frère du roi, et Rohan sans crainte, duc de Bourgogne. Les deux familles ont contesté le pouvoir et l'influence devant les tribunaux. Vous verrez comment ce combat pour le contrôle du royaume s'est intensifié tragiquement. Dans la nuit du 23 novembre 1407, Louis de Orléans a été pris en embuscade et tué dans les rues de Paris. Les meurtriers, au service du duc de Bourgogne, l'ont attaqué avec une efficacité brutale, le laissant mort dans l'obscurité. La nouvelle du meurtre a été prolongée en tant que poudre à canon,
tremblant les fondements du royaume. Vous comprendrez l'impact de ce fait sur la santé mentale déjà fragile du roi. Le meurtre a été un coup dévastateur pour la stabilité de la France. Et la mort de Louise de Orléans a non seulement éliminé un membre important de la royauté, mais a également exacerbé les tensions entre les factions nobles. Une guerre civile a été déchaînée entre les partisans d'Orléans et ceux de Bourgogne, qui a plongé le royaume en un chaos encore plus grand. Pour vous, il sera clair que ce fait a précipité une spirale de violence et de folie. Ainsi, après le meurtre de Louise de Orléans, la folie de Carlos VI s'est intensifiée. Imaginez le roi, une fois imposant, maintenant proie de terribles délires. Un jour, il pensait qu'il était un ver, craignant que tout cou le fasse se briser. Il a refusé de se baigner, de s'habiller, pour effectuer les tâches les plus élémentaires d'un monarque. Sa coupe, dans un état de panique constant, a observé l'impuissance de sa détérioration. À une autre occasion, il a subi une attaque de frénésie lors d'une chasse. Et elle s'est lancée dans la bataille contre ses propres messieurs, croyant faire face à des ennemis invisibles. Et la scène a dû être terrifiante. Le roi, fou, d'où son épée contre ceux qui avaient juré de protéger, tandis que ses courtisans se sont enfuis de terreur. Ces épisodes ont été répétés avec une fréquence terrifiante. Parfois, il est tombé dans un profond silence, un mutisme sépulcral qui a duré des jours, voire des semaines. D'autres fois, il est devenu agressif, incapable de discerner la réalité de ses délires. Son esprit, une fois aigu et stratégique, a été fragmenté, un puzzle impossible à racheter. La cour française, divisée et affaiblie par les difficultés internes, a observé l'impuissance de la façon dont son roi a coulé dans la folie. Et la maladie mentale de Carlos VI n'était pas seulement un problème personnel. C'est devenu une menace pour tout le royaume, un vide de pouvoir qui a nourri l'ambition et l'intrigue. Son règne, autrefois un symbole de grandeur, a été transformé en une tragédie des proportions épiques. Alors, imaginez, Carlos VI, un roi incapable de gouverner, embourbé dans ses délires. Ses conseillers, des nobles ambitieux, contestent le pouvoir comme des vautours autour d'un cadavre. Les différents groupes, chacun avec leurs propres intérêts, ont eu du mal à contrôler le roi, à chuchoter des conseils dans leurs moments de lucidité, ou même à le manipuler dans ces épisodes de folie. Le tribunal est devenu un champ de bataille politique, où la loyauté était une marchandise rare et une trahison. La monnaie actuelle. Le pays, quant à lui, saignait. Les guerres entre nobles pour le contrôle des territoires et des ressources se sont multipliées. L'économie a titubé. Tandis que les impôts ont augmenté pour financer les guerres internes et le gaspillage du tribunal. Et la justice était un luxe que seuls les puissants pouvaient se permettre. Vous, en tant que spectateur de cette ère turbulente, vous pourriez sentir la tension dans l'air, la peur de l'incertitude, le poids d'un royaume au bord de l'effondrement. Prosody/speak. Speak, prosodie, rate égale 90%. Les ennemis externes ont profité de la faiblesse du royaume. L'Angleterre, toujours désireuse d'élargir ses territoires, a vu l'occasion de conquérir plus de terres françaises. Au milieu de ce chaos, les différentes factions nobles ont concouru non seulement pour le pouvoir, mais aussi pour la loyauté des villes et des provinces, ce qui a aggravé la situation et a transformé la crise en une guerre civile, en un mouvement au ralenti. Et la couronne, entre les mains d'un roi fou, n'était plus le symbole de l'unité qui était autrefois, mais un prix pour jouer dans un combat sans caserne. Il y avait donc deux familles puissantes, les Orléans et le Bourgogne, confrontées à une lutte impitoyable pour le contrôle du royaume. Louise de Orléans, l'oncle du roi, était un homme ambitieux et élégant, entouré de luxe. Son rival, Rohan sans crainte, duc de Bourgogne, était tout à fait le contraire, un guerrier implacable et pragmatique, avec un look pénétrant qui disait tout. Imaginez la tension, le tribunal s'est divisé en deux côtés, chacun soutenant leur duc préféré. Les intrigues palatiales, les chuchotements dans les couloirs, les alliances secrètes. Tout s'est déplacé au rythme de la rivalité entre ces deux titans. Et la situation était explosive, une mèche furieuse sur le point d'exploser. La lutte pour le pouvoir ne s'est pas limitée au tribunal. Les deux ducs contrôlaient de vastes territoires, des armées puissantes et ont utilisé tous les outils à leur disposition pour s'affaiblir. Au contraire, pensez aux guerres secrètes, au complot, au meurtre, un combat sans caserne pour la suprématie. Et vous, qui auriez-vous soutenu? À l'Orléans élégant et ambitieux ou à la Bourgogne pragmatique et impitoyable? La réponse, comme l'histoire elle-même, est complexe et pleine de nuances. Mais ce qui est incontestable, c'est que sa lutte, son ambition excessive, a plongé la France dans un chaos encore plus grand qu'il ne vivait déjà sous le règne du roi fou. Ainsi, l'ambition de Louise de Orléans a divisé le royaume. Ses partisans, les Armagnacs, ont fait face à la Bourgogne, fidèle à Rohan sans crainte, le duc de Bourgogne. Imaginez chaos. Deux factions puissantes, chacune avec ses propres armées, se battant pour le pouvoir tandis que le jeune roi Carlos VI, déjà mentalement faible, regardait impuissant. La guerre civile s'est étendue dans tout le royaume. Cities situé, champs rasés, la noblesse divisée. Vous pouvez imaginer la terreur que la population doit ressentir, piégée entre deux côtés qui ne se souciaient que de leur propre ambition. Le roi, perdu dans sa folie, n'a pas pu contrôler la situation, ce qui a tout aggravé. Les Armagnacs, initialement avec plus de soutien, ont commencé à perdre du terrain. Rohan sans crainte, rusé et impitoyable, a gagné du terrain avec ses alliances militaires et ses tactiques. Le combat est devenu une boucherie que la France sanglante,
et le règne de Carlos VI sont devenus un simple symbole d'un royaume déchiré par la violence. Mais attendez-vous, qu'est-il arrivé à l'Église pendant que la France saignait? Imaginez, 2 pommes de terre. Oui, 2 le grand schisme de l'Occident, un schisme qui a divisé le christianisme depuis près de 40 ans. Un pape à Rome, un autre à Avignon. Qui était le vrai successeur de Peter. Le peuple, confus, se demandait quelle masse suivre, quel pape obéir. Une crise de foi qui a rejoint le chaos politique. Les gens ordinaires, vous-même à ce moment-là, feraient face à une profonde incertitude. Qui croire? Qui obéir? L'autorité religieuse, le pilier de la société médiévale, s'était fracturé. Le schisme a non seulement affaibli l'Église, mais a approfondi la méfiance et la division dans toute l'Europe, y compris, bien sûr, la France. Ce conflit religieux a ajouté plus de bois de chauffage au feu des guerres civiles. Alors que les nobles ont lutté pour le pouvoir, l'Église s'est battue avec elle-même. L'absence d'une autorité religieuse unifiée a aggravé la crise politique. Pensez à l'impact. La moralité s'est affaiblie, la foi stupéfiante et les gens sont devenus plus sensibles à la manipulation et à la violence. Tout cela, tandis que le roi, bientôt connu sous le nom de El Loco, a approché son moment de plus grande folie. Mais retournons en France. Le roi Carlos VI, déjà plongé dans ses délires, pourrait à peine gouverner. Son royaume, affaibli par les guerres et l'instabilité, a fait face à une nouvelle menace. L'Angleterre. En 1415, le jeune roi Henrique V d'Angleterre, ambitieux et rusé, a atterri en Normandie. Son objectif: revendiquer le trône français et soumettre le royaume à sa volonté. Vous imaginez la tension? Non. Le sort de la France a battu un fil. Prosodie et Euspic. Euspic, prosodie, rate égale, 90%. La bataille d'Agincourt était une catastrophe pour la France. Le terrain marécageux a entravé les progrès de la cavalerie française. Sa force principale. Les archers anglais, protégés par leurs enjeux, ont déchargé une douche de flèches qui donne la dîme des rangs français. Et la noblesse française, habituée à la guerre chevaleresque, a été désorganisée et vulnérable aux tactiques anglaises. C'était un bain de sang. Des milliers de nobles français sont morts dans cette bataille. Et la défaite a été humiliante. Une profonde blessure dans la fierté nationale. L'image du roi Carlos VI, incapable de contrôler son royaume, était encore plus ternie par l'incapacité de ses généraux. Agincourt a marqué un tournant dans la guerre des 100 ans, inclinant l'équilibre en faveur de l'Angleterre. Pour la France, ce fut le début d'une période longue et sombre. La défaite à Agincourt a été un coup dévastateur, mais le pire n'était pas encore à venir. Pour vous, l'effondrement du royaume français n'était pas seulement une question de bataille perdue. C'était l'image même du chaos. Au milieu de ce chaos, la figure du roi, déjà fragile pour sa maladie mentale, est devenue un symbole de la débâcle. Sa capture n'était pas un fait isolé, mais le point culminant d'une longue baisse. Imaginez la scène. Le roi, un homme perdu dans la confusion de son propre esprit, entouré d'ennemis. Ses quelques alliés, incapables de le protéger, observe impuissant. Et la capture de Carlos VI n'était pas une bataille épique, mais un acte presque silencieux, un symbole de la fragilité du réel pouvoir avant la guerre et la folie. Pensez à l'impact psychologique qu'il a eu pour le peuple français. Son roi, le symbole de sa nation, capturé. Non seulement une défaite militaire, mais la perte d'espoir, un aspirateur à un moment de crise profonde. Et la capture du roi a été le coup final, la preuve irréfutable du déclin de la France. Après Agincourt, la situation était désespérée. Et la France, blessure de la mort, a désespérément demandé une sortie. Pour vous, l'humiliation était palpable, l'image d'un roi prisonnier, symbole du déclin du royaume. Au milieu de ce chaos, une solution est survenue que beaucoup considéraient une trahison, le traité de Troyes. Le traité, signé en 1420, était une concession humiliante. Imaginez-vous les nobles français, forcés d'accepter l'union de France et d'Angleterre sous le joug d'Henrique V d'Angleterre. Il a été établi que l'héritier d'Henrique V, et non celui du roi Carlos VI, serait le successeur du trône français. Et la France, dans sa fragilité, a donné son ennemi. Pour vous, ça devait être une scène déchirante. Carlos VI, déjà affaibli par sa maladie mentale, signant sa propre condamnation et celle de son royaume. Le traité a non seulement donné des territoires, mais a également livré l'avenir de la France à une puissance étrangère, scellant le sort d'une nation qui coulait dans l'obscurité. Imaginez la vie devant la cour française de Carlos VI. Vous, un noble mineur, êtes au milieu d'un tourbillon d'opulence et de déclin. Banquet sans fin avec des délices exquis, des vins des meilleurs vignobles, de la musique et de la danse qui s'étendent jusqu'à l'aube. Mais après ce masque de luxe, la misère se cache dans l'ombre. La peste de Thraque, la famine frappe les caractéristiques les plus pauvres et la corruption les fondements du royaume. Le tribunal était un microcosme de la société française. Un mélange de pouvoir, d'intrigue et de désespoir. Alors que les nobles ont concouru pour la vraie faveur, les roturiers ont souffert silencieusement. Les maladies se propagent rapidement et la mort a été une visite fréquente dans les quartiers marginaux. À seulement un pas de la somptueuse vie de Palaciga. Vous-même, vous pouvez assister à l'opulence d'une vraie danse, et le lendemain, trouver la dure réalité de la misère dans les rues. Le contraste était brutal. Un roi apparemment inconscient de la réalité, entouré d'un luxe inimaginable, tandis que son peuple a souffert. Et la richesse excessive de la cour, soutenue sur une base de pauvreté et d'inégalité, était le reflet du chaos qui régnait en France. Vous, témoin de cette dualité,
Vous demandez comment vous pouvez coexister tant d'opulence avec une telle misère, si près les uns des autres et la baisse était palpable. Une prémonition de ce qui allait arriver. Mais l'opulence a caché une vérité amère. Regardez la reine Élisabeth de Bavière, l'épouse de Carlos VI. Une belle femme, oui, mais avec une fragilité mentale qui s'est reflétée dans l'instabilité du tribunal. Ses délires et ses changements d'humour étaient aussi imprévisibles que le roi lui-même, créant une atmosphère de tension constante. Vous, en tant que témoin silencieux, percevez la peur latente entre les serviteurs et la noblesse devant leurs explosions. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale, 90%, les enfants du roi, encore les enfants, ont grandi au milieu de ce chaos. L'héritier, Dolphine Carlos, a tout regardé avec un look qui reflétait déjà le poids d'une couronne instable. Ses jeunes frères étaient enveloppés dans des intrigues palatiales, les jeux de leurs enfants devenant le reflet des luttes de pouvoir qui les entourent. Et la famille royale elle-même était un microcosme de l'instabilité du royaume. Les différends entre les différents membres de la famille royale, amplifiés par les ambitions des nobles, ont contribué à la fragmentation du pouvoir et à l'instabilité politique croissante. Les mariages concertés, loin de rejoindre, semblaient encore plus de rivalité, transformant le tribunal en champ de bataille où chacun a combattu pour son propre intérêt, avec de vrais enfants comme des pions dans ce jeu mortel. Vous, piégés dans le réseau d'intrigues, vous êtes un témoin silencieux de ce drame. Mais la fragilité d'Isabelle n'était pas une affaire privée. Son instabilité mentale a été projetée devant le tribunal, créant un environnement d'incertitude constante. Vous pouvez imaginer la peur latente, la tension palpable à chaque réunion, chaque décision prise sous l'influence d'une reine dont les caprices pourraient changer d'un moment à l'autre. Ces explosions de colère, ces périodes de mélancolie profonde, ont tout affecté la gouvernance du royaume. Il a directement influencé les décisions de Carlos VI, un roi déjà vulnérable aux crises de folie. Imaginez la scène. Des conseillers essayant de naviguer dans les contradictions d'une reine instable et d'un monarque mentalement inaptisant. Ses favoris, choisis dans un coup de tête, roses et sont tombés en disgrâce avec la même vitesse qui a changé l'humour d'Isabelle. La politique française est devenue un jeu de hasard, où la stabilité du royaume dépendait de l'humeur d'une femme. Ces intrigues palatiales, ses préférences pour certains nobles, ont créé des divisions et des complots. Pensez aux dommages causés par son instabilité. Alliances brisées, guerres inutiles, l'économie titubant sous le poids de ses décisions impulsives. Et la reine, involontairement, a semé une discorde au cœur du royaume, affaiblissant la France à un moment crucial de l'histoire européenne. Son influence, bien que involontaire, s'est avérée être une négative dévastatrice. Cette atmosphère de peur, vous le savez, elle ne se limitait pas aux murmures devant le tribunal. Elle s'est traduite par des actions, en silence chargé de sens, dans des looks qui pourraient vous tuer. L'instabilité d'Isabelle, son influence à Carlos, est devenue un terrain reproducteur parfait pour l'intrigue politique. Pouvez-vous imaginer le pouvoir qui s'est déplacé dans les coulisses, manipulant le roi, en utilisant sa fragilité comme une arme? Les meurtres, bien que pas toujours directs, étaient un outil habituel. Un ennemi politique n'avait pas besoin d'être poignardé sur la place publique. Une maladie idéalement administrée, une chute d'un cheval. Les possibilités étaient infinies. Et la mort est devenue une ombre constante, une menace silencieuse qui flottait dans l'air mince de la cour française. Vous pourriez penser que la vie en cour était une danse élégante et raffinée, mais derrière le masque de la noblesse, il y avait une lutte pour un pouvoir brutal et impitoyable. Chaque sourire pouvait cacher un poignard, tout mot aimable une trahison. Et la mort, comme une femme noire, était une invitée fréquente dans les salles de classe de Versailles, bien qu'à ce moment-là, le palais ne s'appelait pas de cette façon. Imaginez la vie quotidienne en France au XVe siècle. Vous, un fermier, vous levez avec le soleil, le froid vous couronne aux os. Le travail sur le terrain est difficile, la terre aride, mais la récolte détermine votre survie. Votre famille vous attend, avec la même incertitude que vous obtenez. À la distance du château, symbole de pouvoir et d'opulence, contraste brutalement avec la réalité de votre existence. Et la faim est une menace constante et la maladie est un partenaire inséparable. Dans la ville, la situation est légèrement différente, mais pas beaucoup mieux. Les artisans travaillent sans relâche dans leurs ateliers, l'odeur du bois et du métal imprègne l'air. Le commerce coule dans les rues étroites et boueuses, une constante et à venir des gens, de marchandises. Mais la richesse est concentrée entre quelques mains, et la pauvreté s'étend comme une ombre implacable entre les maisons. Et la peste, traque toujours, peut prendre votre famille du jour au lendemain. Et prosodie. Speak. Speak, prosodie rate égale, 90%. Pendant ce temps, dans le château, la vie est un luxe inaccessible pour vous. Et la noblesse vit dans un monde d'opulence et de pouvoir, entouré de serviteurs et de luxe. Mais même là, l'incertitude et la peur se faufilent entre les murs en pierre. Les intrigues palatiales, les complots, les luttes pour le pouvoir sont une constante. Et la vie est un jeu dangereux, où la loyauté est un bien rare et la trahison d'une arme commune. Mais revenons au XVe siècle. Imaginez que vous êtes témoin de la vie de quelqu'un avec des problèmes mentaux à ce moment d'âge là. Il n'y avait aucun diagnostic que nous connaissons aujourd'hui. La folie, la mélancolie, la manie, ont été attribués à des causes surnaturelles, à l'influence des démons ou à un déséquilibre d'humeur corporelle. On croyait que la maladie mentale était une punition divine ou un signe de possession démoniaque.
Le traitement s'est donc concentré sur les exorcismes, les sanglants, les purgations et autres pratiques qui sont aujourd'hui cruelles et inefficaces. Et la société médiévale ne comprenait pas la maladie mentale comme quelque chose qui nécessitait une compréhension ou une aide médicale, mais comme une menace qui devrait être contrôlée ou éliminée. On croyait que ces individus étaient dangereux, imprévisibles. Parfois, les personnes atteintes de maladie mentale étaient verrouillées dans des cages ou confinées dans des endroits isolés, traités comme des bêtes. D'autres fois, ils ont erré sans but, marginalisés et craints par la communauté. Sa vie était une lutte constante contre les malentendus, la cruauté et la solitude, le reflet des limites de la connaissance et de la compassion de l'époque. Pensez aux souffrances qu'il devait ressentir. Mais qu'est-il vraiment arrivé à Carlos VI? C'est la grande question qui intrigue les historiens depuis des siècles. Certains indiquent une psychose, une maladie mentale qui lui a fait perdre le contact avec la réalité. Imaginez ses illusions, ses explosions de fureur, son incapacité à gouverner avec sens. C'était un roi puissant, mais son esprit semblait jouer une blague cruelle, plongeant la France dans une période d'instabilité. Cependant, d'autres historiens proposent une explication différente. Ce n'était peut-être pas de la folie, mais une maladie physique, une maladie qui a affecté son cerveau et a expliqué ses comportements étranges. Pensez aux maladies qui pourraient passer inaperçues à ce moment-là, aux infections, aux traumatismes crâniens. Tout coup à la tête aurait pu provoquer des changements drastiques dans leur personnalité et leur santé mentale. La vérité est que nous ne saurons probablement jamais avec certitude ce qui est arrivé à Carlos VI. L'absence de dossiers médicaux précis de l'époque et la difficulté de diagnostiquer les maladies mentales dans le passé en font un mystère qui est resté au fil du temps. Ce que nous savons, c'est que sa maladie a eu un impact dévastateur sur la France. Un pays qui avait besoin d'un leader fort et a été plongé dans le chaos pendant son long règne marqué par la maladie. Imaginez le temps. Il n'y avait pas d'antipsychotiques ou de traitements comme ceux que nous connaissons aujourd'hui. Pour Carlos VI, la médecine était basée sur bloody, purges et autres pratiques qui nous semblent aujourd'hui moins strange. On croyait que la maladie était un déséquilibre d'humeur, et la solution était de restaurer l'équilibre du corps, souvent assez agressive. Les saignements, par exemple, étaient très courants. On pensait que les toxines qui ont provoqué la maladie ont été éliminées lors de l'extraction du sang. Les spermes, les couteaux et autres instruments ont été utilisés pour ouvrir des incisions dans les veines et laisser couler le sang. C'était une procédure douloureuse et souvent affaiblie, mais elle était considérée comme essentielle pour la santé. En plus des saignements, les purges étaient un autre traitement habituel. Une variété de concoctions ont été administrées aux patients, souvent désagréables et nauséabondes d'eau, pour induire des vomissements et de la diarrhée, dans l'espoir d'expulser des substances considérées comme nocives. Pensez aux herbes amères, extraits de plantes toxiques, le tout dans le but d'équilibrer ses humeurs. Bien sûr, des remèdes plus naturels ont également été utilisés, tels que certaines plantes médicinales et phrases. Mais la croyance en le déséquilibre des humeurs et la nécessité de purger le corps était dominante. Ces traitements, loin d'aider Carlos VI, ont probablement aggravé sa situation, l'affaiblissant encore plus. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Imaginez l'incertitude qui devrait régner en France. Vous, un paysan, travaillez le terrain jour après jour, voyant comment la récolte est réduite par les guerres et l'instabilité politique. Le roi, qui devrait vous protéger, est différents. Les rumeurs atteignent vos oreilles, des histoires de folie, des incendies inexplicables. Des nobles confrontés par le pouvoir en l'absence d'un souverain lucide. Et la peur est installée dans votre cœur. Une peur de l'inconnu, à un avenir incertain où la survie devient une lutte constante. Les taxes augmentent, l'insécurité augmente. Les nobles, exploités de la situation, se font face pour les territoires et le pouvoir, ignorant complètement les besoins de la population. Vous voyez comment vos voisins ont faim, comment la maladie se propage sans contrôle. L'Église, que vous allez à la consolation, semble impuissante au chaos, tandis que la noblesse enrichit votre côte. L'angustie devient une constante. Hope, un luxe que vous ne pouvez plus vous permettre. La prière devient votre seule arme contre le désespoir. Je prie pour la santé du roi. Bien que vous sachiez que c'est une prière presque inutile. Jouez pour la paix, pour la récolte, pour la protection divine contre la famine et la guerre. Pendant ce temps, la vie continue, précaire et incertaine, dans un royaume plongé dans la crise, où la folie d'un roi a déclenché le chaos qui menace de tout consommer sur son chemin. L'angoisse est votre partenaire, une ombre qui s'allonge chaque jour qui passe. Pensez au palais du Louvre, mais à l'époque médiévale. Imaginez des murs gris, épais et très hauts en pierre, protégeant un dédale de pièces. Des tours pointues perdues dans le ciel, des fenêtres étroites qui ne laissent qu'un rayon de lumière et une cour centrale où la vie palatiale a été développée quotidiennement. C'était un endroit imposant, un symbole de pouvoir réel, mais aussi un espace où la vie quotidienne était mélangée à la pompe et à la cérémonie. Dans ces murs, la vie était un mélange de luxe et d'austérité. Les rois et la noblesse vivaient entourés de tapisseries, de meubles en bois sombre, des lourds et de chandeliers en argent. Mais n'oubliez pas que l'hygiène était très différente de la fonction actuelle et des conditions de vie, pour beaucoup, assez précaires. Les domestiques, les gardes et les artisans ont travaillé sans relâche pour garder la machine palatiale. Chambre d'État, chapelle, vraie chambre. Chaque espace avait sa fonction. Les grandes chambres étaient le théâtre des banquets, des cérémonies et des réunions politiques. Et la chapelle était un lieu de prière et de rituels religieux, tandis que les salles royales reflétaient le pouvoir et le luxe, bien que aussi,
probablement froide et peu accueillante par rapport aux maisons d'aujourd'hui. Rappelez-vous cet imposant palais, non? Eh bien, imaginez que soudain, une poussée s'élève de l'une de ces tours. Le feu, initialement petit, se propage à une vitesse terrifiante. Les flammes, comme des langues de serpent, se vissent autour du bois, dévorant tout sur son chemin. Un accident. Certains disent qu'une simple bougie oubliée près des tapisseries. Mais, le croyez-vous? La vérité est que Carlos VI, notre roi, était particulier. Son esprit, souvent, était perdu dans la folie. Certains chuchotent que le feu était intentionnellement un acte de la vraie folie. Un incendie qui a non seulement consommé le palais, mais aussi la petite santé mentale qui était partie. Un acte prémédité ou une simple négligence au milieu du chaos de votre esprit. Les vraies chroniques sont ambiguës. Ils parlent d'un feu soudain, mais aussi de l'étrange attitude du roi. En dehors de la panique générale. Pendant que le palais brûlait, il regarda, impassible, à partir d'une fenêtre. Indifférence, folie ou plan sinistre que lui seul comprenait. Les flammes ont tout dévoré, et avec eux, toute possibilité de trouver une réponse définitive. Les flammes ont dévoré le palais. Accident. Sabotage. L'histoire vous offre plusieurs théories, certaines aussi folles que la propre personnalité du roi. Vers la négligence, une bougie oubliée, une étincelle dans la cheminée, mais l'ampleur du feu, sa propagation rapide, fait beaucoup de doutes. Était-ce vraiment si simple, ou quelque chose de plus sinistre? Est-il de plus sinistre? Une autre théorie, plus de complot, parle d'un complot. Imaginé. Les ennemis du roi, peut-être nobles mécontents de son règne erratique, auraient pu faire déstabiliser le feu de l'incendie. Un acte de sabotage soigneusement planifié, profitant de la faiblesse du monarque et de l'instabilité du royaume. Pouvez-vous imaginer l'intrigue en cours, des alliances secrètes, des trahisons cachées? Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Et la théorie la plus choquante, la plus difficile à croire. Carlos VI, dans sa folie, s'était-il ordonné de la destruction de son propre palais? Certains historiens soulèvent cette possibilité, arguant qu'un acte d'auto-allaitement correspond à la fragilité mentale du roi. Une image choquante, non? Un monarque qui détruit son propre monde dans un feu de folie. Mais qui a péri dans cet enfer? Imaginez la scène, vous êtes témoin de la tragédie. Parmi les victimes, les nobles et les serveurs, les hommes et les femmes, les enfants, une perte irréparable pour le tribunal français. On parle de la comtesse de Ventadour, une figure importante de la cour, sa vie tronquée par les flammes. Pensez à son visage. Dans ses derniers instants, la panique se reflétait dans ses yeux pendant que le feu l'entourait. Et les domestiques, ceux qui travaillaient de jour en jour dans le palais, leurs familles, leur simple vie en un instant. Nous ne connaissons pas leurs noms, mais leurs histoires nous racontent une tragédie collective. Visualisez vos visages, vos mains bronzées par le travail, leur vie interrompue en un clin d'œil par le feu implacable. Peut-être qu'il y avait des enfants jouant dans les couloirs, sans comprendre l'ampleur du danger. Pensez à vos rires, dans vos jeux, maintenant interrompus pour toujours. Imaginez ces petits, piégés dans le Fugo Maelstrom, leur vie innocente enlevée par une tragédie qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Combien d'enfants sont morts ce soir-là? L'histoire ne l'enregistre pas précisément, mais son absence crie silencieusement. Pensez à l'impact de cet incendie, à l'instabilité qu'elle a générée en France. Et sa folie, son incapacité à gouverner, a laissé un vide de pouvoir qui a nourri les guerres civiles et la fragmentation du royaume. Vous, en tant que spectateur de l'histoire, voyez comment un règne marqué par la tragédie a laissé une profonde marque sur la nation. L'inefficacité de Carlos VI dans le gouvernement a considérablement affaibli la France, ouvrant la porte à des conflits internes et externes qui l'ont saigné pendant des décennies. Imaginez une tension constante, une peur de la violence, une incertitude économique, tout ce qui était l'héritage de son règne. L'héritage de Carlos VI n'est pas limité uniquement aux guerres et à l'instabilité politique. Son règne représentait également une période de souffrance pour le peuple français, qui a subi la faim, les maladies et la menace constante de violence. Vous pouvez comprendre comment cette époque a profondément affecté le tissu social du pays. Imaginez la scène. Le palais, réduit en cendres, un enfer de fumée et de flammes. Et la cour, avant le symbole du pouvoir et du raffinement, est dispersée. Désolés. Nobles, dames de compagnie, domestiques, tous fuyant le chaos, leur vie et leurs biens réduits en cendres. Le roi, perdu dans sa folie, n'était probablement même pas au courant de l'ampleur de la tragédie qu'il avait déclenchée. La perte de vie a été immense, mais la destruction du palais signifiait bien plus que cela. Documents officiels, œuvres d'art, trésors inestimables. Tout a été perdu dans les flammes. Les informations vitales du gouvernement du royaume ont disparu pour toujours, laissant un vide administratif et politique qui serait ajouté à celui existant par la folie du roi. Pensez à l'impact psychologique. Et la cour, autrefois un symbole de richesse et de pouvoir, a été embourbée dans le deuil et la peur. L'insécurité régnait. Et la confiance dans la monarchie, déjà affaiblie par la maladie mentale du roi, s'est complètement effondrée. Les nobles, anciennement rivaux dans les intrigues du palais, ont maintenant partagé une expérience traumatisante commune. La perte de leur maison, et avec elle, une partie de leur identité. L'incendie a marqué un tournant dans la santé mentale déjà détériorée de Carlos VI. Et la tragédie, la perte, le chaos, tout a contribué à une baisse encore plus prononcée. Son esprit, déjà fragile, s'est encore plus brisé. Les médecins de la cour,
incapables de comprendre la véritable nature de sa maladie, l'ont traité avec des remèdes inefficaces, aggravant sa situation. Les années qui ont suivi ont été un déclin lent et douloureux. Sa capacité à gouverner s'est complètement fanée. La régence, initialement assumée par ses proches, est devenue un champ de bataille d'ambition et de complot. Vous pouvez imaginer l'environnement de l'incertitude et de la peur que la France a enveloppé la France pendant cette période. Enfin, après des décennies de maladie et un règne interrompu, Carlos VI est décédé en 1422. Sa mort, bien que prévue, a marqué la fin d'une époque turbulente. Et la France qu'il a héritée, relativement unifiée, a été déchirée par les guerres civiles et l'ambition des nobles. Son héritage, en grande partie, est celui d'un roi qui ne pouvait pas contrôler sa propre vie, ni celle de son royaume. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%, après la mort de Carlos VI, son fils, Carlos VII, a hérité d'un royaume ruine. Imaginé. Des châteaux détruits, des villes en cendres, la noblesse divisée et le pays embourbé dans le chaos. Pour vous, la reconstruction de la France serait une tâche monumentale, une lutte contre l'ombre de la folie de son père. Les 100 ans étaient encore en plein essor. Les Anglais, profitant de la faiblesse française, contrôlaient une grande partie du territoire. Votre défi était, en plus de reconstruire les villes, d'expulser les envahisseurs. Une tâche titanesque, non? Mais Carlos VII n'était pas seul. Elle avait le soutien de personnages clés tels que Juana de Arco, un paysan qui a inspiré les troupes françaises avec leur foi et leur courage. Ensemble, peu à peu, ils ont réussi à inverser la situation. Pensez à l'espoir que cela signifiait pour un peuple dévasté. La reconstruction n'était pas seulement militaire. Des années nécessaires pour soulever à nouveau les villes, reconstruire l'économie et restaurer l'ordre. Imaginez l'effort collectif, la résilience d'un peuple qui, malgré tout, est ressuscité des cendres. L'héritage de Carlos, c'était précisément que la reconstruction d'un royaume. Imaginez Carlos VII, jeune et avec la forte couronne française sur sa tête, visitant un royaume dévasté. Des châteaux déruptés, des villages brûlés. L'héritage de son père, Carlos VI, était un panorama sombre. Mais contrairement à ses parents, Carlos VII a eu une forte détermination. Reconstruire la France. Son chemin ne serait pas facile. Les guerres civiles, la famine et la peste noire ont continué à fouetter le pays. Elle a dû unir une noblesse divisée, reconstruire l'économie et, surtout, récupérer la confiance de son peuple. La tâche était monumentale. Elle devait affronter les Anglais, qui contrôlaient toujours une grande partie du territoire français. La guerre était toujours présente. Et chaque bataille a été une lutte pour la survie du royaume. Mais Carlos était un stratège rusé. Et peu à petit, il récupérait des terres. Ses victoires, bien que chères, ont semé la graine de l'espoir dans un pays qui semblait perdu pour toujours. La reconstruction ne s'est pas limitée aux batailles. Carlos s'est concentré sur le renforcement de l'économie, promouvant le commerce et l'agriculture. Il a convoqué des assemblées, cherchant le soutien de la noblesse et du clergé. La tâche était ardue, mais la vision d'un avenir meilleur pour la France l'a favorisé. Elle a dû convaincre les nobles de quitter les difficultés internes pour se battre pour un objectif commun, l'unification de leur nation. Malgré les progrès, la récupération de la France a été un processus lent et douloureux. La peste, la famine et les différends internes sont restés des menaces constantes. Mais la persévérance de Carlos VII, sa ruse politique et sa capacité à inspirer l'espoir, était la clé de la reconstruction d'un pays qui semblait condamné à l'oubli. Il a réussi, construisant étape par étape la route vers une France unie et puissante. La folie de Carlos VI n'était pas seulement une tragédie familiale. Il a eu des conséquences dévastatrices pour la France pendant la guerre des 100 ans. Son incapacité à gouverner efficacement a laissé le royaume vulnérable aux Anglais, qui ont profité de la situation pour étendre leurs conquêtes. Pensez aux années d'instabilité, aux différends internes sur le pouvoir, à l'absence d'une stratégie militaire unifiée. Tout ce qui a joué contre la couronne française. La faiblesse du roi fou a permis à l'Angleterre de consolider ses positions sur le territoire français. Imaginez l'avance incessante de l'Anglais, prenant des villes stratégiques, imposant leur autorité, semée de terreur et de chaos. La noblesse française, divisée et affaiblie par la crise interne, pouvait à peine s'opposer à une résistance efficace. Et la couronne française, entre les mains d'un roi incapable, a titubé au bord de l'effondrement. Cependant, la folie de Carlos VI, paradoxalement, a fini par favoriser son fils. Carlos VII. L'incapacité de son père à gouverner lui a permis, malgré la situation catastrophique, gagnant progressivement le soutien des nobles et du peuple. L'instabilité régnante a généré un vide de pouvoir que Carlos VII, avec patience et stratégie, savait comment occuper. Cette situation, le produit de la faiblesse de son père, est devenue une opportunité inattendue pour lui. Prosodie, fin speak. Speak, prosodie rate égale 90%, imaginez le chaos. L'incertitude qui a régné en France pendant des décennies. L'incapacité de Carlos VI à prendre des décisions cruciales, son esprit fragmenté par la maladie, a paralysé l'administration. Les luttes internes entre les différents groupes de puissance, profitant de la faiblesse du roi, ont intensifié la guerre avec l'Angleterre, conduisant la France au bord de l'effondrement. Vous auriez pu être témoin de l'instabilité politique et sociale qui a saisi le pays, avec des conséquences dévastatrices pour la population.
L'héritage de Carlos VI ne se limite pas à la défaite militaire. Son règne marqué par la folie a laissé un vide de pouvoir qui a profondément affaibli les institutions françaises. Le manque de leadership ferme a contribué à l'inefficacité du gouvernement, à la corruption et à la méfiance généralisée. Pensez à l'impact à long terme sur l'économie du royaume, affectée par les guerres et l'instabilité politique. Pour vous, ce serait une ère d'incertitude profonde et de souffrance. La folie de Carlos VI sert d'étude de cas historique sur la fragilité du pouvoir et l'importance d'un leadership stable. Son règne nous montre comment la maladie mentale d'un dirigeant peut avoir des conséquences catastrophiques pour tout un pays. Pour vous, il s'agit d'un exemple effrayant de la façon dont la santé mentale d'une personne peut affecter le sort de millions. L'histoire de Carlos VI est un avertissement quant à la vulnérabilité des sociétés contre l'incapacité de leurs dirigeants. Mais était-ce vraiment un roi fou? Vous pourriez vous demander si l'histoire a été juste avec Carlos VI. Sa maladie, probablement une forme de schizophrénie, lui a été attribuée comme la seule cause de ses problèmes. Cependant, la cour française, pleine d'intrigues et d'ambition, a joué un rôle crucial dans sa baisse. Les luttes de pouvoir parmi les nobles, la manipulation constante et le manque de soutien réel ont contribué à leur instabilité. Imaginez la pression. Être roi à un si jeune âge, faire face à une guerre dévastatrice comme la guerre des 100 ans et faire face à la menace constante de trahison. Comment auriez-vous réagi à un tel fardeau? Ces épisodes de folie, loin d'être une simple faiblesse, pourraient être interprétés comme le résultat d'un groupe de pression, une réponse extrême à un environnement hostile et perfide. L'histoire, écrite par les vainqueurs, a souvent tendance à simplifier les choses. Dans le cas de Carlos VI, le récit du roi fou est devenu un bouc émissaire pratique. Pour mieux le comprendre, vous devez considérer que son instabilité mentale a été exploitée sans pitié par les nobles factions qui ont concouru pour le pouvoir. Sa maladie est donc devenue une arme politique, un prétexte pour les luttes internes qui ont déchiré la France. Mais comment l'image de Carlos VI est-elle arrivée au fil du temps? L'histoire, souvent, est écrite du point de vue des vainqueurs, et dans le cas d'un roi ayant des problèmes mentaux, l'interprétation peut être biaisée. Imaginez la difficulté de juger les actions de quelqu'un qui a souffert d'une maladie que nous avons à peine commencé à comprendre complètement. Ses décisions erratiques, ses moments de lucidité et de folie, ont été tissés dans un récit qui, parfois, le présente comme un monstre. Un simple fou, oubliant le contexte historique et le poids d'une couronne. Pensez aux chroniques de l'époque, écrites par des ennemis courtois, nobles ou même politiques. Quels intérêts décrivait le roi? Qu'ont-ils cherché à communiquer ou à cacher? Les sources historiques, bien que précieuses, doivent être analysées avec un œil critique, compte tenu du biais inhérent à chaque histoire. Nous ne pouvons pas simplement accepter la description d'un roi fou, sans remettre en question les motivations de ceux qui l'ont décrit comme ça. Vous devez vous rappeler que l'histoire est une construction, une interprétation des faits, pas une simple transcription objective. Par conséquent, l'image de Carlos VI que nous avons aujourd'hui est le résultat d'un processus de sélection et de construction historique. Une image façonnée par l'interprétation des événements, avec l'influence des préjugés de l'époque et le manque de compréhension de la maladie mentale. Elle est cruciale que vous, en tant que spectateur, apprenez à analyser les sources et à remettre en question le récit dominant. Elle ne vous satisferez pas d'une vision simpliste. Approfondissez les nuances de l'histoire et renforcez votre propre compréhension du roi fou. Prosodie et Speak. Speak, prosodie rat égale 90%. Imaginez un instant comment un tel roi tourmenté a pénétré dans la culture populaire. Son histoire, pleine de folie et de tragédie, a inspiré des artistes au cours des siècles. A eu cinéma. Bien qu'il n'ait pas été le protagoniste des grands blockbusters, sa silhouette est apparue comme un personnage secondaire. Un symbole de la fragilité du pouvoir et de la folie, qui peut même se corroder même les plus puissants. Pensez aux possibilités dramatiques offertes par votre vie. Dans la littérature, son règne a servi de toile de fond aux romans historiques qui explorent les intrigues politiques et les conséquences de leur instabilité mentale. Les auteurs ont imaginé des dialogues, des lettres et des scènes qui essaient de donner la parole à leurs souffrances. Bien que, bien sûr, toujours à l'aide de la fiction. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait un roman axé sur votre point de vue, votre expérience de folie? Et dans l'art, des peintures aux sculptures, son image a été représentée de diverses manières, parfois en tant que souverain majestueux, d'autres en tant comme tourmenté par ses démons internes. Notez comment les artistes ont essayé de capturer la complexité de leur personnalité à travers leurs œuvres, en utilisant différentes techniques et styles. Selon vous, qu'est-ce qui est plus réussi? Un portrait réaliste ou une interprétation plus symbolique? Mais comment Carlos VI se compare-t-il aux autres monarques considérés comme fous? Contrairement à un roi comme Enrique VI d'Angleterre, dont le trouble mental s'est manifesté dans une profonde mélancolie et une passivité, la folie de Carlos VI a été exprimée par des explosions violentes et imprévisibles. Pensez à la différence. Tandis qu'Enrique a plongé dans l'introspection, Carlos a fait face à la réalité, à une fureur dévastatrice. Cela fait une différence cruciale dans la façon dont les deux ont régné leur royaume. Même en le comparant à Ivan le Terrible, dont la cruauté était systématique et calculée, la folie de Carlos VI présentait un élément d'imprévisibilité qui l'a rendu encore plus terrifiant. Ivan était un tyran, oui,
Mais ses actions, bien que brutales, étaient dans une certaine mesure rationnelles dans sa logique tordue. Et la violence de Carlos, en revanche, a germé d'un puits d'instabilité mentale, ce qui rend ses actions impossibles à prévoir. Et contrairement à d'autres rois qui ont peut-être subi des épisodes de folie, mais qui ont maintenu un certain degré de contrôle sur leur règne avec l'aide de régents, Carlos VI, dans leur pire moment, n'a pas été en mesure de gouverner. Son incapacité à exercer le pouvoir d'une manière cohérente a eu des conséquences dévastatrices pour la France, ouvrant la porte à des conflits internes et affaiblissant le royaume contre les menaces externes. Son cas représente un extrême dans la fragilité d'une monarchie avant la maladie mentale de son chef. Mais la folie de Carlos VI n'était pas seulement un drame personnel. Cela a eu des conséquences dévastatrices pour la France. Son incapacité à gouverner a effectivement ouvert la porte à la guerre civile. La guerre des 100 ans s'est intensifiée et le pays a plongé dans le chaos. Imaginez la terreur des gens voir leur roi, soi-disant le protecteur du royaume, incapable d'exercer son autorité. La véritable faiblesse a permis à la montée de caractéristiques puissantes qui se battaient pour le contrôle, affaiblissant le royaume et laissant la France vulnérable aux ambitions anglaises. Pensez à l'impact à long terme. Des décennies de conflits, la perte de territoire et la souffrance d'une population entière, toutes exacerbées par l'instabilité du roi. L'inefficacité du gouvernement sous le règne de Carlos VI a eu un impact profond et durable sur l'histoire française. Et la fragmentation du pouvoir et de l'instabilité politique qu'il représentait a laissé une marque indélébile sur le développement du pays. Ce fut une période sombre qui a profondément marqué l'identité nationale française. Pour vous, quelles leçons pouvons-nous extraire de l'histoire de ce roi? Et ici, nous arrivons avec l'histoire de Carlos VI, un roi marqué par la tragédie et la folie. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le passé, explorant une période si fascinante et complexe de l'histoire française. N'oubliez pas que cette vidéo n'est qu'une petite partie d'une histoire beaucoup plus grande, et je vous encourage à enquêter par vous-même. Je tiens à remercier particulièrement tous ceux qui ont rendu cette vidéo possible. À mes abonnés, pour votre soutien constant et vos suggestions, qui m'aident à m'améliorer chaque jour. Votre passion pour l'histoire est ma plus grande motivation. Prosodie et Speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Je tiens également à remercier tous les historiens et auteurs dont les œuvres m'ont servi. Vos œuvres rigoureuses et passionnées ont été fondamentales pour la création de cette vidéo. Sans vous, ce projet n'aurait pas été possible. Et bien sûr, merci à vous d'avoir consacré votre temps à regarder cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et que vous avez été intéressant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer les vidéos suivantes et d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Et jusqu'à présent l'histoire de Carlos VI. J'espère que vous avez été intéressant. Et si vous l'avez aimé, donnez-vous comme et abonnez-vous pour plus. Que pensez-vous de votre règne? Laissez-le dans les commentaires. Prosodie et Speak.